Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Think Holistic. Dans cette vidéo, nous allons parler d'alimentation. C'est une des premières vidéos que je fais sur le sujet et pour ne pas dire, le sujet est vaste. Il est vaste parce qu'en fait, l'alimentation concerne de nombreux aspects. Aujourd'hui, moi, je la verrais vraiment comme quelque chose d'holistique. Tout simplement parce que l'alimentation a non seulement effectivement un côté physiologique essentiel, il va de soi, et un côté aussi dynamisant, stimulant, un côté aussi fondamental pour le fonctionnement de notre système nerveux, donc un aspect cognitif, et également aussi un aspect social, convivial, pour ne pas dire également créatif. En parlant de tout cela, effectivement, c'est donc important de prendre et de visualiser l'alimentation comme étant un ensemble multifactoriel, ou plutôt multidimensionnel. Dans cette vidéo, dans un premier temps, je vais vous parler de considérations générales vis-à-vis de l'alimentation, que je vais prendre un certain recul. Ensuite, nous verrons ensemble deux, trois exemples et nous analyserons en fait des choses par rapport à ces exemples. Qu'est-ce qu'on peut en tirer, qu'est-ce qu'on peut en comprendre. Et enfin, en dernier lieu, je ferai un petit tour en fait sur quelques recommandations que je pourrais vous donner, mais qui seront tout à fait générales en fait, qui seront après à adapter à chacun. Je précise que j'ai une formation en naturopathie avec un agrément FENA. Et j'ai également aussi une formation en herboristerie à l'école des plantes médicinales lyonnaise. Je me suis intéressé à l'alimentation assez jeune et elle a constitué un facteur important de rémission par rapport aux problèmes de santé que j'avais. Pour commencer, sur les recommandations générales par rapport à l'alimentation, ou plutôt, pas les recommandations, mais les constatations qu'on peut faire. Ce que j'ai remarqué, c'est que l'alimentation fait toujours l'objet de croyances, que ce soit du point de vue des personnes qui ne sont pas concernées par l'alimentation mais qui sont du milieu médical, mais également aussi du point de vue de ceux qui s'intéressent, qui ont été parfois bien entendu formés au sujet. Et j'ai envie de dire peut-être que la vérité est un peu entre les deux. Tout cela pour dire que il est parfois très difficile pour les gens, voilà, comme nous, euh, de faire comment dire, de faire le point, de savoir un petit peu sur quel pied danser. Parce que vous allez entendre un son de cloche d'un côté et un son de cloche de l'autre côté. Et vous allez vous dire, mais qu'est-ce que je fais de tout ça en fait? La première des choses qu'il faut donc prendre en considération, c'est il faut nuancer. Nuancer en faisant plusieurs choses. D'abord, en prenant du recul, en prenant en compte le contexte et en essayant de comprendre dans quelle situation l'information que nous avons se situe. Parce que l'alimentation, doit répondre à des besoins fondamentaux du corps. Mais ces besoins-là, ils varient selon les individus, selon l'âge et selon les situations. Et il est extrêmement difficile en fait de faire une généralité vis-à-vis de tout ça. Donc, première chose à faire par rapport à tout ce que vous pouvez voir, c'est nuancer, contextualiser et prenez du recul. Deuxième chose à faire, eh bien, suivez quand même un peu votre instinct. Suivez un petit peu votre bon sens. Il y a des recommandations qui sont tout à fait vraies et tout à fait vérifiables. Et il y a des recommandations qui le sont moins, et donc qui seront peut-être à prendre avec plus de mesure. Donc, deuxième point, j'ai envie de dire, effectivement, il faut mettre de la mesure. Ça rejoint un petit peu le premier point. Et enfin, le dernier, qui est pour moi le fondamental aussi, et qui n'est pas forcément toujours mis en avant, je trouve, c'est qu'il faut avoir un point de vue global, c'est-à-dire ne pas uniquement se focaliser sur notre alimentation occidentale, d'accord, mais voir un petit peu comment d'autres peuples à travers le monde se nourrissent, voilà, comment font-ils dans d'autres conditions pour se nourrir, et est-ce qu'ils se portent bien finalement? Et surtout, quelles conclusions on peut en tirer? Et ça m'amène un petit peu à une première transition, qui est qu'aujourd'hui, en Occident, notre vision que nous avons de l'alimentation est quelque peu
brouillé. Brouillé parce qu'en fait, grâce à l'industrie agroalimentaire et tout le réseau de distribution que nous avons autour, eh bien, nous sommes face à un contraste, presque à un paradoxe. C'est que d'un côté, nous avons une surabondance d'aliments, et d'un autre côté, eh bien, nous avons aussi beaucoup d'aliments qui n'ont pas nécessairement un gros intérêt nutritif. Et enfin, le prix des aliments n'est pas toujours aligné avec ce qu'ils représentent réellement. Et ça, c'est notamment dû à l'industrialisation et à la production de façon générale. Aujourd'hui, même depuis longtemps, il y a un petit peu un retour en arrière, mais le retour en arrière, c'est pas le bon terme. On va dire un retour aux sources ou au bon sens. C'est qu'on essaie de favoriser des circuits courts et on essaie de retrouver quelque chose d'un peu plus local. Alors ça part d'une très bonne intention et il le faut en fait. Quand on commence à regarder le vrai prix que coûteraient des aliments, en tout cas certains aliments, eh bien peut-être que pour certains, on en mangerait tout simplement moins souvent. C'est aussi simple que ça. Pour commencer à vous donner des exemples, je vais commencer par un sujet qui est à proprement parler brûlant concernant l'alimentation, qui est le sujet de la viande, donc l'alimentation carnée. Pourquoi c'est un sujet brûlant? Eh bien parce que vous savez très bien que chez nous en Occident, nous avons une consommation importante de viande, mais il y a le mode de production en batterie qui est utilisé à outrance et qui pose souci d'un point de vue éthique et d'un point de vue moral. Alors, effectivement, face à cela, le mouvement vegan, pour moi, c'est une réaction face à ces excès, à ce côté presque barbare, en fait, qu'on impose aux animaux. Et en ce sens-là, moi, je rejoins complètement le mouvement. Mais cela dit, là où je le rejoins moins, c'est de généraliser sur le fait qu'on n'a pas besoin de manger de viande, ou alors qu'on ne devrait pas tuer d'animaux pour en manger, et qu'on est capable de survivre sans. Là, pour moi, on est vraiment face à une généralisation. Alors contextualisons. Nous sommes des prédateurs et nous avons survécu en mangeant une alimentation carnée depuis des millénaires. Vous avez des peuples à travers le monde qui continuent à manger de la viande et pour certains, c'est même leur alimentation principale pendant un certain moment de l'année en fait. D'accord? Prenez le cas des Inuits par exemple. Bon, voilà. Et c'est souvent des peuples qui sont à l'origine nomades ou semi-nomades. Donc pour eux, la question ne se pose pas. Et puis surtout, leur mode d'accession à la viande est quand même beaucoup moins problématique en termes d'éthique que ce qu'on fait aujourd'hui dans l'élevage. Industriel, pardon. Élevage industriel. Donc, du coup, j'en arrive aussi à cette question de l'élevage dit traditionnel, en fait. Est-ce qu'il pose autant de problèmes que l'élevage industriel? Je ne vais pas trancher sur cette question parce qu'elle est compliquée. Mais ce que je veux dire, c'est que nous avons besoin d'un apport de protéines. Il y a un risque de carence. Et ce risque de carence peut entraîner un certain nombre de problèmes. Certains peuples à travers le monde n'ont pas du tout ce genre de problématique parce que pour eux, c'est normal de manger de la viande. Et il y a quand même eu aussi, et ça on en parle peut-être un peu moins, des véganes qui ont eu des problèmes de santé, notamment des femmes qui avaient de l'aménorrhée, c'est-à-dire qu'elles n'avaient plus de règles, parce qu'elles avaient arrêté de manger de la viande et des produits des produits d'origine animale. Donc, autant je comprends le fait de ne plus manger de viande aujourd'hui, ça je comprends. Autant peut-être que on peut quand même continuer à se nourrir de poissons. Et de temps en temps, parce qu'on sait que c'est une viande d'origine fermière et que les animaux sont élevés en plein air et qui sont bien traités, on peut peut-être aussi en consommer, je veux dire. Voilà, bon. Là-dessus, je ne vais pas trancher. En tout cas, par rapport aussi à l'approche nutritionnelle et naturopathique, il y a souvent des conceptions par rapport à la viande qui ont été en fait remises en question aujourd'hui. Voilà. Et à ce sujet, je vous en réfère aux travaux de Robert Masson,
qui nous a quittés il y a quelques temps, mais Robert Masson, c'était un naturopathe qui était en situation, on va dire, oui, un peu en colère, en fait, face à ses pairs en naturopathie, parce que lui, il avait rencontré il connaissait certains grands noms de la naturopathie française, pour ne pas les citer, mais il avait vu l'envers du décor, hein. C'est-à-dire qu'il avait vu entre ce que certains tiennent comme discours et ce qu'ils font, voilà, on va dire en back-office, hein, ou au restaurant. Bon. Donc, si on est vraiment intègre, il faut l'être jusqu'au bout. Donc, en fait, tout ça pour dire qu'il y a des allégations de ce type qui sont donc, du coup, à nuancer, à pondérer et à contextualiser, hein. Donc, il y a un excès, ça c'est certain. Il faut faire attention à ce qu'on mange, à ce qu'on consomme comme viande, ça c'est certain aussi. Et il y a une question d'éthique et de morale derrière, ça aussi c'est certain. Mais de là à aller vers du véganisme pur, là moi je dis attention danger. Attention danger parce que notre corps a quand même besoin de certains types de nutriments qu'il est extrêmement difficile de retrouver avec une alimentation purement végétale. Sans vouloir citer de noms, donner des exemples précis, parce que c'est pas le but de la chaîne, mais il y a des exemples dans le milieu, voilà, qui existent. Certains sont assez connus, mais il y a des gens qui ont pratiqué des formes de véganisme, ou même parfois euh, f- ils étaient dans une alimentation de type fruitivore, c'est-à-dire qu'ils mangeaient que des fruits. Donc là, bah, gros problème d'acidification du corps, déminéralisation, bon voilà, certains perdent des dents, hein, à cause de ça. Et ils ont dû se reconstruire les réserves de leur corps, et parfois en passant par de l'alimentation carnée au bout d'un moment, parce que, et même de l'alimentation, de la viande crue, pour ceux qui adorent le cru. Parce que la viande permet d'apporter un certain nombre de choses au corps, et pas que d'ailleurs des protéines, enfin des acides aminés. Donc vous voyez, c'est quand même des choses qui sont à prendre en considération. Donc voilà, tout ça c'est vraiment pour nuancer et prendre du recul par rapport à ça. Autre exemple aussi qu'on voit dans un registre un petit peu plus light quand même, parce que là j'ai tapé fort au début, bah, c'est par exemple le café. Le café, c'est typiquement la boisson, plutôt ouais, pas la plante, mais la boisson en tout cas, qui a le plus d'études controversées. Vous allez en voir, alors d'un côté, protection du côlon, etc. D'un côté, c'est très mauvais pour le système nerveux, le cœur, Voilà, bon bref. Ça oscille entre des extrêmes, voilà. Ça montre quoi? Ça montre qu'en fait, les études qu'on fait, bah, ce sont juste des études. Elles sont intéressantes, mais le problème, c'est qu'il faut qu'on arrive à comprendre dans quel contexte elles ont été faites, pour quelles personnes, etc., etc. Donc, si vous voulez, c'est là-dessus, rien que sur le café, c'est pareil. C'est à nuancer, à contextualiser et à individualiser par rapport à la personne. Il y a des gens qui ont effectivement, je vais dire, un peu un tempérament, parce que le café est une boisson très chaude et très asséchante en termes de tonalité. Donc des gens qui ont déjà un tempérament euh, tirant vers ce côté chaud et asséchant, peut-être que c'est peut-être pas la boisson la plus adaptée pour eux. Ok. Il y a des gens aussi qui vont moins bien métaboliser la caféine. Donc il suffit qu'ils prennent un café et déjà ils ont comment dire, des réactions nerveuses. Bon, voilà. Mais après, il y a des gens qui le tolèrent très bien et qui peuvent en consommer. Voilà. Cela dit, il va de soi aussi qu'il faut être modéré dans sa consommation de café et qu'il ne faut pas en boire des quantités astronomiques. On est bien d'accord. Et que surtout, et ça c'est un point essentiel, alors que ce soit, mais même pour toutes les sources alimentaires, c'est que de quel café parle-t-on? Quel café? Quel mode de production? Est-ce qu'il a été transformé ou pas? Et ça, c'est une question essentielle. Et c'est pareil d'ailleurs pour la viande dont j'ai parlé au début. Donc vous voyez, il y a tout ça à prendre en compte. C'est juste prendre du recul, ok? Et dans un premier temps, prendre en considération le fait que la qualité nutritionnelle est la chose la plus importante. Donc, je ne vais pas parler forcément de label,
Mais en tout cas, moi je sais que en ayant quand même une alimentation plus tournée vers ben, biologique, une alimentation plus biologique, eh bien moi j'ai retrouvé un meilleur niveau de santé en général. Et ça, je vous en parle, ça fait des années que j'ai constaté. Donc pour moi, la question ne se pose pas. Après, avoir une alimentation strictement biologique à 100% du temps, il faut aussi être un peu souple par rapport à ça. Bon, après certains vont parler, oui, mais la question du budget, oui, mais la question du budget, encore une fois, c'est quel type d'aliment vous allez manger en fait. Je vais vous prendre un troisième exemple. C'est l'exemple du pain, parce que le pain en France, on est des gros consommateurs. Le pain, il y a plusieurs problèmes. Alors, déjà, il y a le problème du gluten, dont je vais parler après, mais il y a d'abord un problème nutritionnel. C'est qu'aujourd'hui, la plupart du temps, le pain que les gens achètent, en tout cas en grande surface, enfin, bref, le pain blanc, donc vraiment de la farine blanche type 50 ou voire même un petit peu moins, c'est-à-dire qu'il n'y a vraiment plus que l'amidon, il a pratiquement pas de fibres et pratiquement pas de minéraux. Donc ça veut dire qu'en gros, là, en mangeant ce type de pain-là, vous allez manger principalement du gluten et du sucre. Ah oui, parce que l'amidon, hein, c'est un sucre lent. Donc il suffit de faire le test, hein, vous prenez un bout d'amidon dans la bouche, vous le mastiquez, et puis au bout d'un moment, vous allez voir que la salive va décomposer l'amidon et vous allez avoir du sucre, un goût sucré dans la bouche. Donc voilà. Et ça, alors d'autant plus que le fait que les semences de blé aujourd'hui ne sont plus les mêmes qu'avant, donc on a sélectionné des blés pour qu'ils produisent plus de gluten qu'avant, eh bien c'est ça qui peut peut-être expliquer parfois certains problèmes digestifs. Attention, peut-être. Mais en tout cas, le pain, ce pain blanc, n'a plus rien à voir avec du pain fabriqué à partir de semences de blé anciennes traditionnelles, type petit épeautre et d'autres, donc de blé, de graines, pardon, de farine qui sont semi-complètes, type 110, à la rigueur type 80, mais type 110 déjà c'est pas mal. Et en plus, des pains qui sont non pas faits avec des levures, mais avec du levain traditionnel. Ce n'est pas du tout le même aliment. Et pourtant, il va s'appeler plus ou moins pareil. Bon, j'ai parlé de la baguette, mais vous avez compris. Ce n'est pas du tout le même type d'aliment. Et quand on voit la consommation de pain que faisaient nos anciens, on peut se poser la question de est-ce que cette problématique du gluten que nous avons aujourd'hui, elle est vraiment spécifiquement liée au gluten ou pas peut-être un excès de gluten ou dû aux semences de blé qu'on utilise ou voire d'autres facteurs en fait qui entraînent un terrain sensible que le gluten va effectivement réveiller. Je veux dire par rapport au gluten, c'est que il y a des gens qui ont de vrais problèmes de santé par rapport à ça et effectivement ils n'ont pas trop le choix. Bon. Ensuite, il y a des gens qui n'ont pas forcément de gros problèmes de santé, mais qui ont leur corps est saturé, on va dire un peu, par rapport à ça. Donc ils ont des effets de gonflement, des choses comme ça. Donc ils sentent qu'il faut qu'ils évitent. Bon, dans ces cas-là, effectivement, on va éviter. Mais est-ce que ça résout le problème de fond pour autant? C'est pas certain. C'est pas certain. Tout ça pour dire qu'en fait, est-ce que, encore une fois, c'est vraiment le gluten qui est problématique en tant que molécule? J'en suis pas sûr. Et je parle pas non plus de l'exemple que je sors de temps en temps des Italiens qui en font une certaine consommation de gluten. Bon, est-ce qu'il y a plus de maladies de ce type-là là-bas? Sachant que le blé est aussi consommé ailleurs dans le monde. Bon, voilà. Donc si vous voulez, vous voyez déjà avec ces quelques exemples comme ça, on comprend qu'en fait, quand on va vraiment au fond des choses, on peut pas être catégorique en fait. On peut pas dire, ah ben non, mais manger de la viande, c'est pas bon pour la santé. Ah ben non, mais le café, c'est pas bon pour la santé. Ah ben non, mais manger du pain, c'est pas bon pour la santé. Non. De quel aliment parle-t-on? Vraiment? En quelle quantité? Et puis pour qui? Donc vous voyez, c'est tout ça qui, pour moi, entre guillemets, quand je commence à parler de l'alimentation, est à prendre en considération en fait, hein. Et ça fait un certain nombre de choses. Donc d'où le fait que ce que je recommande vis-à-vis de tout ça, c'est dans un premier temps, effectivement, il faut penser à quels sont nos besoins nutritionnels. C'est-à-dire, il faut penser à quels besoins dois-je couvrir que je ne couvre pas suffisamment.
Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des aliments qu'on ne mange pas suffisamment, en tout cas moins qu'avant, et qui sont intéressants. Voilà, notamment, on parle notamment des légumineuses, comme les lentilles, des choses comme ça. Et l'avantage avec les légumineuses, c'est qu'elles ont beaucoup de fibres et qu'elles apportent des minéraux. Bon, voilà. Moi, je suis un gros consommateur de lentilles. J'aime beaucoup ça. Et voilà, c'est vraiment un aliment qui me convient très bien. Cela dit, là, je suis en train de parler de légumineuses. Il y a peut-être des gens qui vont moins bien les tolérer. Donc, je ne suis pas en train de généraliser en disant il faut manger plus de légumineuses. Non. On constate qu'avant, nos anciens mangeaient plus de légumineuses. On constate aussi qu'avant, nos anciens, ils avaient peut-être tendance à manger moins de fromage, parce qu'aujourd'hui, avec la production alimentaire que nous avons, la consommation de fromage est devenue très importante. Et en plus, visiblement, les fromages qui sont pas d'origine biologique, bon, il y aurait un lien, en tout cas Robert Masson en avait parlé par rapport à la santé des os, voilà, à modérer. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que moi, je connais un exemple dans ma famille qui a eu des problèmes aux articulations des mains et qui a pendant un moment fortement réduit, pour pratiquement arrêter sa consommation de fromage, et qui a eu beaucoup moins d'inflammation. Donc il y a quand même des choses, et ça en naturopathie on apprend, il y a quand même des choses à prendre en considération par rapport à tout ça, hein. Il y a quand même ce qu'on appelle, nous, en naturopathie, une forme de toxémie qui peut être liée à la consommation ou à la consommation trop importante de certains aliments, qui fait que le corps va avoir du mal à gérer certains types de déchets, type acide et mucosité humide, voilà, toutes ces choses-là. Il y a quand même des choses qui sont assez vérifiables par rapport à ça. Alors après, de là à tout de suite aller vers des problèmes de santé et à se dire qu'il faut absolument ne plus manger de fromage, encore une fois, il faut nuancer et contextualiser. Effectivement, en manger tout le temps en grosse quantité, est-ce que c'est vraiment comme ça qu'on peut se nourrir? Voilà, bon. Je pense qu'effectivement, il faut trouver un juste équilibre par rapport à ça. Et par rapport à plein d'autres aliments. Citons aussi, par exemple, l'exemple du saumon fumé. Le saumon fumé que nous avons en grande surface, quand on voit le procédé de fabrication, peut-on encore appeler ça du vrai saumon fumé? Avant, le saumon fumé, c'était un produit d'exception qu'on mangeait une fois par an. Aujourd'hui, on peut en consommer presque tous les jours. Donc, c'est ça en fait le bon sens qu'il faut avoir. Moi, je me réfère souvent, et donc aussi à comment manger nos anciens, parce que c'est très intéressant et ça permet de nuancer des choses. Et de se dire que, bien, effectivement, oui, il y a les aliments qui sont chers, mais est-ce que du fait qu'ils soient chers, c'est pas aussi en lien, en lien avec la notion de quantité, en fait? Et surtout, est-ce que c'est un aliment qui va vraiment être nutritionnel et qui va être un aliment plaisir? Parce que le fromage, en soi, on peut s'en passer pendant quelques temps, hein. Parce que je sais, certains vont nous dire, mais attention, l'apport de calcium et tout. Mais attendez, il y a des pays, plein de pays, pardon, à travers le monde, qui ne consomment pas beaucoup de produits laitiers. Ah, comment ils font pour le calcium? Eh ben, ils le trouvent ailleurs. Voilà. Vous voyez, il y a plein d'exemples comme ça, en fait. On a des idées, en fait, voilà, on a beaucoup d'idées préconçues. Et il faut vraiment un petit peu prendre du recul et les contextualiser. Vous voyez? Et ça, pour moi, c'est vraiment très important par rapport à l'alimentation. Donc, c'est pour ça que, comme je l'ai dit au début, il y a un côté croyance dans l'alimentation. Il y a un côté psycho-émotionnel, croyance, en fait. Et l'idée, c'est qu'en fait, euh, évitons le plus possible de faire de l'alimentation une problématique de fond en ne pensant qu'à ça. Et ça, c'est aussi un souci, enfin un aspect que j'ai vu et qui est pour moi un souci dans le milieu naturopathique, surtout hygiéniste, où quelque part on fait de l'alimentation une focalisation constante, hein. Enfin, je pense surtout à certains types de plats que j'ai pu voir passer avec certains produits. Bon, là on parle de budget, oui, effectivement, on parle de budget parce que ces produits-là, on ne pourrait pas en avoir de façon abondante s'il n'y avait pas toute la mondialisation qu'on connaît aujourd'hui, hein. C'est pas pour dire qu'ils sont mauvais en soi, je dis juste que bon, euh,
voilà, à nuancer aussi, à contextualiser. Donc voilà, moi je pense que aussi, mis à part l'alimentation, on devrait également, et ça c'est parce que j'ai aussi ma formation d'herboristerie, mais on devrait également utiliser plus notre pharmacopée, les plantes médicinales que nous avons chez nous, qui ont pour certaines une valeur nutritive très intéressante et qui ont aussi la possibilité d'améliorer le fonctionnement de notre système digestif. Et ça, c'est quelque chose dont on ne parle pas trop. Et bon, moi, c'est une des raisons pour laquelle j'ai pris pas mal de recul à un moment avec le milieu de la naturopathie, qui était trop focalisé sur l'alimentation. Voilà, et puis parfois, au bout d'un moment, en plus, je vais vous dire une chose, hein, mettre le corps en état de stress et de privation, c'est jamais une très bonne idée, hein. Vraiment, hein. Parce que on va vouloir compenser, voire surcompenser. Du coup, moi, j'ai connu des gens qui avaient des besoins de manger certains aliments. Bon, euh, j'ai envie de dire, mais c'est normal, ton corps, il réclame du gras. Enfin bon, bref. Voilà. Euh, donc, tout ça pour dire que on aurait besoin, par contre, effectivement, de plus utiliser notre pharmacopée traditionnelle, en fait. Et de réapprendre à utiliser des plantes, bah, des mauvaises herbes, enfin, qu'on appelle des mauvaises herbes, des choses comme ça. Parce qu'il y en a plein qui ont vraiment un intérêt nutritif et qui peuvent permettre peut-être aussi de contrebalancer et de réguler des terrains, hein, plutôt que de absolument supprimer certains aliments de notre alimentation. Donc voilà, si vous voulez, par rapport à tout ça, moi je pense qu'il y a deux axes. C'est d'abord effectivement se renseigner sur les besoins nutritionnels de base et bah, les combler en fait, vraiment les combler. Apport en minéraux, apport en acides gras de type oméga 3, DHA, EPA, enfin moi, voilà, il y a le magnésium aussi, c'est un gros sujet, voilà. Ça, c'est sûr que c'est important, la vitamine C, ouais. Vous voyez, il y a plein de trucs, quoi. Au bout d'un moment, c'est vrai que ça fait une surcharge cognitive, bon. Mais voilà, oui, il y a quand même des choses. Mais également aussi contextualiser, nuancer, et il faut que l'alimentation reste aussi un plaisir, en fait. Voilà, je pense que c'est quand même important, que ça reste un plaisir. Et également aussi, et surtout, pas se focaliser que sur l'alimentation, mais aussi un peu sur le reste, c'est-à-dire notamment les plantes médicinales, qui pour moi ont une valeur alimentaire intéressante, voire même utiliser parfois faire des cueillettes sauvages et utiliser des plantes sauvages pour agrémenter nos plats. Voilà, notamment François Coupin, en France, est très connu pour ça, parce qu'il a remis un petit peu au goût du jour cette pratique. Voilà, de temps en temps, dans l'année, il y a des exemples très simples, hein, comme par exemple la soupe d'ortie, c'est vraiment très simple, hein, à faire, c'est pas compliqué, hein, quand c'est la saison et c'est très intéressant l'ortie, vraiment très intéressant. Donc voilà, plutôt que d'avoir cette démarche un peu naturopathique, vous savez, où, on va de suite, aller prendre des compléments alimentaires en laboratoire. Bon, c'est pas pour dire que les compléments alimentaires, c'est pas intéressant, bien sûr, mais, peut-être qu'on pourrait essayer dans un premier temps d'utiliser plus notre pharmacopée, en fait. Vraiment avec des plantes et des formes traditionnelles. Sous forme de tisane, sous forme d'alcoolatures, ou pas, parce que si vous aimez pas les alcoolatures, mais il y a des extraits glycérinés, enfin bon, bref, il y a pas mal de choses autour de tout ça qui fonctionnent très bien. Il faut savoir surtout bah, bien les utiliser. Et là, c'est vrai que nous en France, malheureusement, bon, le métier d'arboriste revient un petit peu, mais c'est toujours un petit peu compliqué en termes réglementaires, mais on peut quand même trouver des gens intéressants à ce niveau-là qui pourront nous donner de très bons conseils. Je vous mettrai en lien de la vidéo le lien vers du site web de l'École des plantes où j'ai fait ma formation et aussi d'Altea Provence avec Christophe Bernard. Donc voilà, donc par rapport à tout ça, vous voyez, j'ai parlé d'alimentation et je parle aussi d'herboristerie, mais pour moi, c'est pas antinomique en fait. C'est un tout qui se complète. Hein. Et enfin, dernier sujet aussi, c'est par rapport au fait de jeûner. Alors là, c'est un vrai problème de fond. Le sujet remonte à longtemps. Et c'est vrai que nous, en France, on a fait face à, ou peut-être même toujours un petit peu, je pense, à une espèce de barrière par rapport à ça, institutionnelle, alors que dans certains pays, notamment en Allemagne, mon père étant d'origine allemande, il y a des cliniques, enfin le jeûne est bien connu, quoi, je veux dire, est même reconnu pour ses propriétés, c'est bien fait pour la santé. Bon voilà. De là après à dire que le jeûne suffirait en soi, je veux dire, en termes d'allégation médicale, il faut peut-être faire attention. Cela dit, effectivement, compte tenu du fait qu'on a tendance à plutôt se suralimenter chez nous, trop selon nos besoins, on a tout intérêt à alléger. Ça, c'est évident. Et même parfois faire peut-être des monodiètes ou en tout cas ou faire des jeûnes intermittents, quoi. On a tout intérêt à le faire. Après, des jeûnes stricts, là,
c'est un peu plus délicat, ça va dépendre des problématiques et ça va dépendre des gens. Donc, d'autant plus qu'il faut vraiment que ce soit associé à une phase de repos quand même, hein. Donc voilà, à nuancer encore une fois par rapport à tout ça. Je suis pas en train de dire que le jeûne n'est pas bon pour la santé. Si, effectivement, on a besoin de reposer, de laisser notre système digestif se reposer. Nos anciens le faisaient, mais ils le faisaient aussi par contrainte du fait que il y avait moins d'alimentation en certaines saisons de l'année, bien entendu avec le froid. Et en été, eh bien, en été, avec surtout en ce moment, on a envie de moins manger. Ce qui est normal parce que le corps a besoin de moins de calories pour générer de la chaleur, ce qu'on appelle la thermogénèse. Donc voilà, vous voyez, tout ça est à prendre en considération. Et je terminerai aussi par un dernier aspect qui est le volet, on va dire par quoi commencer en fait. Voilà. Bon. Alors, très simplement, moi je commencerai par combler nos besoins essentiels, hein, et qui ne sont pas suffisamment comblés aujourd'hui. On a un vrai problème au niveau de l'apport en minéraux, ça c'est évident. Donc favoriser quand même des blés, des farines, on va dire demi-complètes. Le pain, pour moi, c'est essentiel de changer et arrêter de manger du pain blanc. Enfin, voilà, je recommande en tout cas vraiment. En plus, ça coûte moins cher, hein, parce que ça, bon, voilà. Prenez une tranche de pain demi-complet, ça cale beaucoup plus, hein, que même une baguette presque. Bon, bref. Et également aussi, donc minéraux, magnésium, vitamine C, c'est un sujet un petit peu plus ouais, que je peux aborder peut-être dans une autre vidéo, mais effectivement, une supplémentation de vitamine C est toujours très intéressante. Donc vitamine C, c'est l'acide ascorbique. Mais également aussi en acide gras de type oméga 3. Et là, on a une balance à rétablir parce qu'on a tendance à avoir un terrain qui est trop inflammatoire en fait. Et les acides gras de type oméga 3, on va résumer. Focalisez-vous sur les petits poissons gras, sardines, harengs, anchois, voilà. Et maquereaux, pardon. Surtout sardines et maquereaux. En plus, c'est pas forcément très cher. Et les oméga 3, c'est vraiment essentiel pour le bon fonctionnement du système nerveux et la balance, et rétablir la balance inflammatoire. Donc voilà, des choses simples pour terminer. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle était un petit peu... voilà, j'essaie de poser les bases. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire. Je voulais surtout en fait introduire un petit peu la façon dont j'approche le problème de l'alimentation. Ce que je voulais dire aussi pour terminer, c'est que on peut toujours faire du rééquilibrage. On a toujours tout intérêt à changer des choses, à améliorer des choses par rapport à son alimentation, et peu importe notre âge et d'éventuels problèmes de santé. Ça peut toujours avoir un aspect bénéfique. Donc c'est vrai que c'est quand même comment dire, un axe essentiel quand même, hein, dans notre équilibre global. Mais à prendre avec nuance et à contextualiser et aussi à spécifier selon les personnes. Et donc, si vous souhaitez faire un petit bilan au niveau alimentaire et naturopathique, et vous souhaitez dans un premier temps juste échanger avec moi, n'hésitez pas à me contacter à travers mon site patrick-lobcher.fr pour prendre un rendez-vous. Voilà, il y a le premier rendez-vous, un petit rendez-vous point d'une demi-heure qui est totalement gratuit pour savoir si l'approche vous convient et si vous voulez après continuer. Voilà, ça pourrait être l'occasion de parler un petit peu, de voir un peu quelles sont vos attentes à ce niveau-là. En tout cas, n'hésitez pas. Merci à tous pour votre écoute et à très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir.